Agora est un film de 2009 réalisé par Pedro Amenábar. Il est centré sur la vie d'Hypatie d'Alexandrie, campée par Rachel Weisz, une scientifique et philosophe ayant vécu au tournant des 4e et 5e siècles de notre ère dans un empire romain en pleine crise d'identité. Un sujet généralement peu traité, situé dans un espace-temps peu porté à l'écran, et des thématiques exigeantes, bref, c'était risqué, et hors d'Espagne, il est globalement passé inaperçu à sa sortie. Et c'est dommage, parce qu'il a clairement des qualités, tant dans sa forme que dans son traitement du sujet. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de ce film, mais aussi de l'histoire dont il s'inspire. C'est parti. Bon, d'abord, de quoi ça parle? Agora raconte la vie d'Hypatie d'Alexandrie, savante de culture grecque, fille du mathématicien et astronome Théon, directeur de la bibliothèque, joué par Michael Lonsdale. Hypatie enseigne la philosophie et les sciences à un cercle de disciples dans un contexte troublé. L'Empire est en effet en train de devenir chrétien, ce qui ne va pas sans occasionner des tensions au sein du cercle d'Hypatie comme dans la cité où cohabitent chrétiens, juifs et païens attachés aux anciens cultes polythéistes. Mais les chrétiens sont clairement en train de l'emporter sous l'impulsion de l'évêque Théophile, avec le soutien de l'empereur Théodose, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, puis a interdit les cultes païens. Suite à des heurts entre païens et chrétiens, ces derniers détruisent l'un des principaux sanctuaires polythéistes, le Sérapéum et sa bibliothèque. Après une ellipse de quelques années, Hypatie poursuit ses recherches astronomiques et s'approche d'une découverte capitale malgré la dégradation du climat politico-religieux. Jusqu'au jour où un conflit éclate entre l'évêque de la ville, le neveu et successeur de Théophile, Cyril, interprété par Sami Samir, et le préfet d'Égypte Oreste, joué par Oscar Isaac. Représentant de l'autorité impériale à Alexandrie et ancien élève d'Hypatie, Oreste tente de maintenir l'autorité de l'État impérial face aux ambitions de l'évêque. Cyril, de son côté, excite les Parabalani, des moines fanatiques qui lui servent de milice, et qu'a rejoint Davus, joué par Max Minghella, un ancien esclave de la maison de Théon, déçu dans son amour secret pour Hypatie. Cette dernière devient une cible par laquelle Cyril pense atteindre le préfet. Alors qu'elle vient d'effectuer une découverte astronomique capitale, Hypatie est ainsi assassinée par les Parabalani dans le Sérapéum transformé en église. Voilà en gros pour l'histoire. Le film n'est pas un biopic pour autant, il s'appuie sur le destin d'Hypatie afin d'aborder des thématiques contemporaines, la science face à la foi, les rapports entre le pouvoir politique et la religion, les risques liés à l'intolérance, etc. Que des thématiques délicates et peu consensuelles qui ont valu au film d'être attaqué avant même sa sortie, surtout à cause de la manière dont il dépeint les chrétiens de l'Antiquité tardive. Au point d'ailleurs que ça a presque compromis sa sortie en Italie par exemple. Pour un film qui parle de l'obéissance aveugle à des convictions érigées en absolu, c'est assez ironique. T'arrive-t-il de penser qu'on se trompe? Pourquoi? Ironic. Mais d'un autre côté, ça prouve qu'il a quand même visé juste. Sans vouloir trouver des excuses à ceux qui ont attaqué le film pour ça, il faut tout de même reconnaître que le film jette une lumière assez crue sur une partie de l'histoire de l'Église qui est difficile à assumer. Les chrétiens de l'Alexandrie de l'époque ne sont pas dépeints comme des tendres. En revanche, je vais évacuer ce point tout de suite, ce sera fait, ce n'est pas un film anti-chrétien. Déjà parce qu'il montre parfois le message évangélique sous un jour positif, comme dans cette scène où l'on voit des moines prendre en charge les pauvres de la cité. Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi, Parabalano. Ensuite, parce que toutes les confessions sont présentées comme potentiellement intolérantes et violentes. Juifs, païens et chrétiens ne valent pas mieux les uns que les autres. Ce sont en effet des païens qui décident d'attaquer des chrétiens, entraînant en réaction la destruction du Sérapéum, et plus loin dans le film, des juifs organisent une embuscade contre des chrétiens. Autant de faits attestés par les sources contemporaines, même si certains détails varient. La seule différence, c'est que ce sont des chrétiens qui ont le pouvoir, leur intolérance peut donc être beaucoup plus nuisible aux autres communautés. Je peux comprendre en revanche l'impression que les chrétiens en prennent particulièrement pour leur grade. Le film donne l'impression que Cyril fait l'unanimité parmi les chrétiens d'Alexandrie. Or, les sources montrent que ce n'était pas le cas, et il manque donc de personnages identifiables pouvant incarner les chrétiens qui s'opposaient à Cyril. Mais j'y reviendrai dans la partie consacrée au traitement historique du sujet. Agora, on l'a dit, n'a pas trouvé son public à sa sortie, et ce sans doute pour de mauvaises raisons que l'on vient d'exposer. Car le film est magnifique. Je ne compte pas le nombre de plans qui sont de véritables tableaux. Alors je sais, ça ne suffit pas, c'est aussi le cas du Napoléon de Ridley Scott, et ça ne sauve pas le film, clairement. Désolé pour la balle perdue, Ridley. Mais c'est tout de même la base, non? Non mais regardez-moi ça, c'est sublime. J'ai pourtant lu des critiques acerbes, et pour tout dire assez injustes. J'ai lu par exemple que ce serait un film dont la qualité ne dépasserait pas celle d'un bon épisode de la série Rome. Alors que, soyons honnêtes, la plupart des films sur l'Antiquité n'arrivent pas à la semelle d'un épisode moyen de la série Rome, et puis c'est oublier que faire un épisode moyen de la série Rome, ce n'est déjà pas donné à tous les réalisateurs. Le film a peut-être pâti de son genre, le péplum, ayant connu un retour en grâce dans les années 2000 grâce à Gladiator premier du nom, merci Ridley, mais il est vrai pas toujours pour le meilleur. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire.
On est pourtant loin du péplum classique. Le film fait la part belle au dialogue, aborde des sujets originaux, ne met en scène ni de grandes batailles, ni des combats de gladiateurs, ni des courses de chevaux, mais pour les scènes d'action, des scènes d'émeutes urbaines. Il laisse aussi la place à des moments plus contemplatifs, comme la séquence du théâtre que j'ai toujours trouvé particulièrement inspirée. Je trouve aussi que la mise en scène est plutôt réussie, en tout cas pour ce que je peux en juger. Point commun avec la série Rome, les rues sont très animées, colorées et vivantes, et on sent que la ville a une histoire. Les scènes d'émeutes sont particulièrement brutales, et la séquence de la destruction du Sérapéum charrie une impression de fin du monde absolument saisissante. Car le film raconte tout de même la fin d'un monde, celui de l'Antiquité gréco-romaine. L'originalité étant que le facteur de la chute n'est pas un déferlement de barbarie hirsute, mais une menace intérieure, la montée d'un fanatisme et d'un obscurantisme religieux auquel la science antique n'aurait pas su faire pièce. Le film établit clairement un parallèle entre la destruction du Sérapéum et le meurtre d'Hypatie. La métaphore est claire, l'Antiquité et sa civilisation reposant sur la philosophie et la science basculent dans un Moyen-Âge religieux où ce sera désormais l'Église qui dictera le vrai et le faux. Or, nous croyez-vous ignorants des idées insensées qui vous agitent, la Terre tournant autour du Soleil? Jusqu'où irez-vous, madame, jusqu'où? Le film met donc en avant l'idée que la fin de l'Antiquité païenne aurait fait prendre du retard à la civilisation, Hypatie ayant eu l'intuition de l'héliocentrisme juste avant d'être assassiné, mais n'ayant pu la diffuser. Il aurait ainsi fallu attendre l'ère moderne avec Copernic, Galilée et Kepler pour reprendre le progrès de l'humanité, ce que fait plus que suggérer le texte de fin. Et si la Terre est vraiment ronde, comment font ceux qui vivent en dessous pour ne pas en tomber? Hein? Réfléchis un peu à ça. Bien entendu, j'y reviendrai, c'est un peu, beaucoup, schématique. Comme tous les films sur le passé, Agora est surtout un film sur le présent de son réalisateur et de son public. Dans un monde post-11 septembre 2001, le film fait écho à des interrogations et des angoisses qui lui sont contemporaines. Certains ont rapproché la destruction de la statue de Sérapis par les chrétiens de celle des Bouddhas par les talibans en Afghanistan en 2001. À titre personnel, en revoyant ce film, j'ai plutôt revécu le déchirement qui a été le mien face à la destruction du patrimoine mésopotamien par Daesh dans les années 2010. Ça, c'était le temple de Bel, avant 2011, avant l'arrivée du groupe État islamique. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Mais je l'ai déjà dit, le film n'oppose pas binairement la lumière de l'Antiquité païenne à l'obscurité de l'ère chrétienne. Il apporte une nuance supplémentaire. La fin du monde antique, c'est aussi le remplacement d'une élite par une autre. Une élite païenne et savante, qui s'est peu à peu coupée du peuple, et dont les sanctuaires tombent déjà en ruine, contre une nouvelle religion présentée comme celle des pauvres et des humbles, mais qui en tire son énergie. Le clivage religieux se double ainsi d'un clivage social. Ce qui apparaît clairement quand l'un des esclaves de Théon, secrètement converti au christianisme, décide de se retourner contre son maître. L'élite païenne est amenée à être remplacée, faute d'avoir compris les mouvements sociaux de fond qui sous-tendaient l'émergence de la nouvelle religion et la radicalité des plus fanatiques, et faute d'y avoir apporté des réponses appropriées, par exemple en construisant une société plus juste. Ici encore, le cinéma historique permet de parler d'enjeux et d'angoisses contemporaines, et le film est donc marqué par la vision de son réalisateur, ce qui explique une partie de certains excès ou anachronismes du film. Pour autant, ce métrage a de grande qualité dans sa proposition historique. Avant de passer à l'analyse historique du film, je vous renvoie vers l'épisode du podcast que j'ai consacré à la vie d'Hypatie d'Alexandrie. J'y rentre davantage dans certains détails sur lesquels je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo qui sera, je pense, déjà assez longue. L'épisode est disponible sur YouTube ou sur la plupart des plateformes d'écoute. Au passage, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à partager la vidéo. Je l'ai dit plus haut, le film propose une reconstitution convaincante de l'Empire romain tardif. Il y a bien sûr des défauts, mais je ne vais pas m'attarder sur les moindres détails, n'étant pas un spécialiste de la vie matérielle. Par ailleurs, reconstituer une époque aussi lointaine implique forcément une certaine dose d'interprétation. J'ai donc dû rater de grosses erreurs, mais ce n'est pas mon sujet ici. En revanche, sur la vraisemblance de l'univers, de la société et de l'histoire décrit par le film, il y a de très bonnes choses, et parfois avec une précision assez surprenante. En me renseignant sur le sujet, j'ai notamment découvert que certaines scènes du film que je trouvais complètement délirantes étaient en fait attestées par les sources. Et ça, c'est fort. Pour commencer, l'Alexandrie tardo-antique est très bien rendue. Amenabar dépeint une cité multiethnique et multiconfessionnelle dont la culture est très ancienne et très syncrétique. C'est-à-dire qu'on voit des mélanges d'éléments grecs et égyptiens dans de nombreux plans du film, témoignant d'une cohabitation de long terme entre les principales cultures méditerranéennes. D'un autre côté, les hiérarchies sociales sont également assez bien rendues.
on voit bien une élite très identifiable à son mode de vie et à son vêtement, et la présence des esclaves est particulièrement importante. Hypatie est d'ailleurs toujours accompagné de Davus, un jeune esclave de son père et qui porte ses initiales sur son collier. On voit bien ici la subordination de ces esclaves domestiques dont le statut juridique est comparable à celui d'un meuble ou d'un outil qui appartiennent en propre à leur maître. On voit aussi que le maître de maison, le pater familias, a tout pouvoir sur les gens de sa maisonnée, et en particulier sur ses esclaves, qu'il peut punir à sa guise. Même si en théorie il existait des lois qui limitaient les abus du maître sur les esclaves, mais vous imaginez bien qu'elles n'étaient pas particulièrement respectées. On voit cependant des nuances intéressantes, par exemple le fait qu'Hypatie remarque chez Davus des dispositions pour les sciences, au point de lui faire expliquer le système de Ptolémée à ses disciples. Cette scène est peu vraisemblable et n'est pas présente dans nos sources, non plus que Davus d'ailleurs, mais elle témoigne d'un fait bien documenté, l'existence d'esclaves lettrés et éduqués que certaines familles pouvaient acheter à un très grand prix pour s'occuper de l'éducation de leurs rejetons. L'esclave chargé de conduire les enfants à l'école ou de leur faire la leçon s'appelant le pédagogus, c'est-à-dire littéralement celui qui conduit les enfants. Plusieurs éléments de la vie d'une cité antique sont aussi assez bien rendus, notamment la fréquentation du théâtre, loisir très prisé dans le monde gréco-romain, ainsi que la vie domestique, etc. Pour ce qui est de la vie d'Hypatie, c'est aussi assez bien fait. On la voit porter le vêtement traditionnel du philosophe, le tribon, intervenir dans la vie politique de la cité auprès des archontes qui composaient la boulée, genre de conseil municipal d'Alexandrie. Cette participation d'une femme à la vie politique de la cité est rarissime et témoigne du prestige qu'elle tirait de sa pratique de la sagesse philosophique et de son savoir scientifique que lui reconnaissent toutes les sources qui en parlent. On voit aussi la forte solidarité qui unit les membres du cercle d'Hypatie, où se trouvaient des chrétiens comme des païens et dont les lettres de Synésios, l'un de ses disciples, attestent. Je trouve d'ailleurs très inspirée la scène où Hypatie réconcilie Oreste, païen au début de l'histoire, et Synésios, déjà chrétien, en recourant à un principe du mathématicien Euclide, qui vécut autour de l'an 300 avant Jésus-Christ et qui faisait autorité dans le domaine des mathématiques. Qu'est-ce que vous avez, les chrétiens? N'a-t-on plus le droit d'ouvrir la bouche dans la cité? Si tu critiques la création, alors tu critiques notre Seigneur, et tu nous insultes. Va donc t'établir dans le désert. Tu seras assuré d'éviter toute offense. Vous parlez pour ne rien dire, tous autant que vous êtes. Donne-nous la première notion d'Euclide, Synésios. Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois sont égales entre elles. Bien. Ne m'êtes-vous pas tous deux comparables? Oui. Et toi, Oreste? Certes. Ce que je dis maintenant s'adresse à chacune des personnes de cette assemblée. Il y a plus d'affinité entre nous que de divergence. Quoi qu'il puisse advenir dans les rues, nous sommes frères. Nous sommes frères. Cet extrait montre aussi le lien entre les sciences professées par Hypatie et la philosophie, voire la spiritualité. En effet, pour ses disciples, Hypatie était plus qu'une enseignante. C'était une guide spirituelle, voire une sainte, qui cherchait à enseigner à ses élèves à se détacher des réalités matérielles afin d'atteindre la contemplation de la divinité, selon les préceptes de la philosophie néo-platonicienne, majoritaire à l'époque. Et pour ce faire, elle n'hésitait d'ailleurs pas à passer par des gestes signifiants, comme le rapporte une anecdote présente chez l'auteur Damasius, qui a écrit 2 générations après sa mort, et que le film restitue quasiment mot pour mot. Hier, on a pu se rendre compte que l'un de vos condisciples m'avait offert un holos. J'ai accepté son présent, et aujourd'hui, j'aimerais à mon tour lui offrir un cadeau. C'est pour toi. C'est mon sang menstruel. Tu dis avoir trouvé en moi l'harmonie. Je te recommanderais de la chercher ailleurs, car je pense qu'il n'y a guère d'harmonie ou de beauté là-dedans. Les centres d'intérêt et les recherches d'Hypatie sont également bien rendus, à une exception près sur laquelle je reviendrai plus tard, car c'est une des libertés les plus dérangeantes que le film prend sur les faits. Son rôle dans les intrigues politiques est aussi pertinemment restitué dans l'ensemble, y compris sa fin tragique, à quelques détails près qui ne sont pas décisifs. D'ailleurs, on pourrait en dire autant du personnage de l'évêque Cyril, qui correspond bien à ce que les sources nous en disent. Un évêque ambitieux, et cherchant à s'imposer à tout prix au pouvoir politique, quitte à instrumentaliser les moines parabalani pour en faire ses nervis, élever l'un d'entre eux au rang de martyr, saint Thomasius, et provoquer la persécution des Juifs d'Alexandrie. Tous ces éléments sont attestés par nos sources, et aujourd'hui, Cyril et Thomasius sont encore considérés comme des saints par l'Église catholique. C'est donc un film qui fait plaisir quand on aime la période, même s'il reste en grande partie une fiction. Agora n'est pas exempt d'erreurs ou d'arrangements avec la réalité.
Il y en a dans tous les films historiques, même les mieux intentionnés, puisqu'on ne peut pas reconstituer le passé, mais au mieux l'évoquer. Dans le même temps, le cinéma est un art, le plus souvent narratif, ce qui implique des contraintes et des codes qui lui sont propres, et qui implique souvent de tordre les faits pour que l'histoire soit plaisante. Il existe des films parlant du passé qui n'ont rien d'historique mais qui sont de vrais chefs-d'œuvre, Gladiator par exemple. Il existe aussi des films qui font de grands efforts de détail mais se perdent parfois dans leur narration, c'est le cas par exemple de l'Alexandre d'Oliver Stone, qui est un film que j'adore au passage, mais tout de même. Il existe également des films qui ratent sur les deux aspects. Par exemple Gladiator 2. Désolé pour la deuxième balle perdue, Ridley, mais vous m'avez cherché aussi. Je dirais à propos d'Agora qu'il a su trouver un certain équilibre. Mais le média cinématographique, ayant d'abord pour but de divertir et de plaire, et non d'éduquer, sans parler de ce que l'auteur décide d'y mettre, l'histoire doit parfois être déformée, et souvent au détriment de la compréhension du passé. C'est un dilemme auquel je n'ai pas de solution, si ce n'est de vous inviter à toujours prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous voyez dans les films, même les meilleurs, et de vous montrer les excès de ce film en particulier, afin de vous aider à faire la part des choses. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Alors je l'ai dit plus haut, je pourrais par exemple critiquer ces uniformes romains un peu anachroniques, mais franchement, il y a bien plus à dire. Je laisse ça pour mes formats short, où je me permets d'être parfois un petit peu plus tatillon. Je ne vais donc pas faire le catalogue des erreurs du film pour le plaisir de souligner le négatif. Je vais essayer de me concentrer sur des points un petit peu plus intéressants. Tout d'abord, il n'est pas étonnant que Pedro Amenábar ait choisi de romancer la vie d'Hypatie. Personnellement, j'y vois plusieurs raisons. Déjà, on va pas se mentir, l'histoire d'une philosophe de l'Antiquité est en soi difficile à porter à l'écran, surtout en ce qui concerne Hypatie qui, si on fait la somme des informations que l'on peut avoir de manière certaine dans les sources, n'est au mieux qu'une silhouette. Alors l'avantage, c'est que si vous voulez vous documenter sur Hypatie, la plupart des biographies se lisent très vite, mais c'est aussi un peu frustrant. D'ailleurs, au passage, si vous voulez quelques références bibliographiques, elles sont évidemment dans la description. Bref, il fallait donner du corps à Hypatie, d'autant plus que, selon les sources, sa principale qualité pour laquelle elle était respectée était ce que les Grecs appelaient la sophrosouné, c'est-à-dire la modération, la tempérance et la retenue. Elle était en effet considérée comme une sainte pour sa perfection morale, ce qui, associé à sa naissance aristocratique, risquait de rendre son personnage un peu austère à représenter. Et le choix de Rachel Weisz, une actrice qui approchait la quarantaine au moment du film, et non la soixantaine comme Hypatie l'année de sa mort, permettait d'intégrer au personnage de quoi favoriser l'empathie du spectateur. Par ailleurs, l'interprétation de l'actrice rend compte de la tempérance du personnage tout en lui donnant une dimension humaine et sympathique sans laquelle il aurait été difficile que le spectateur s'y attache. Alors que dans les faits, on ne sait quasiment rien de son caractère, de sa personnalité, on sait juste que c'était une aristocrate qui n'enseignait qu'à d'autres aristocrates, c'est pas grand chose. Mais si en histoire on n'a pas à s'attacher à son objet d'étude, au cinéma il en va tout autrement. Au passage, si Hypatie était bien une astronome brillante, rien ne permet d'affirmer qu'elle ait réussi à prouver l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Une intuition du penseur du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos, plusieurs fois évoquée dans le film. On sait qu'elle a travaillé sur les mathématiciens Diophante et Apollonius de Perge, ainsi que sur l'astronome Claude Ptolémée, mais en tant que commentatrice. On ne lui connaît pas de telle percée scientifique. Cette histoire sert de fil rouge au récit, et elle permet de donner un but à notre héroïne, mais elle pose un autre problème en venant renforcer l'idée, largement discutable, que la fin de l'Antiquité était une catastrophe qui aurait maintenu l'humanité dans l'ignorance et lui aurait fait prendre plusieurs siècles de retard. Bref, elle aurait mis fin à la marche du progrès. Dans les faits, les thèses d'Aristarque étaient très marginales, et nous n'avons pas de traces de travaux d'Hypatie à ce sujet. L'hypothèse d'Aristarque n'a pas la moindre crédibilité. On s'arrange aussi avec d'autres personnages. Par exemple, le personnage de Davus est, on l'a dit, purement fictif. Amoureux déçu et croyant indécis, il trouve son émancipation auprès de la religion des humbles, quitte à intégrer les Parabalani et à devenir l'un des nervis au service de Cyril. Le spectateur parvient cependant à s'attacher à lui, du fait des doutes qu'il exprime quant aux actes auxquels il participe. S'il finit par tuer Hypatie, objet de son amour, c'est pour lui épargner le supplice de la lapidation. Il doit donc finalement faire face aux conséquences de ses mauvais choix, ce qui lui donne une dimension tragique. Quant aux personnages d'Oreste et de Synésios, ils ont existé mais ont été largement réécrits. Oreste devient l'élève anonyme qui avait un crush sur Hypatie, un ancien païen converti pour des raisons politiques. Le vrai Oreste, pour ce qu'on en sait, était bien chrétien mais n'était probablement pas alexandrin. S'il fréquentait les conférences publiques d'Hypatie et entretenait une relation amicale avec elle, il disparaît des radars après sa mort. Bref, on en sait si peu sur lui qu'il fallait bien lui donner du corps. Quant à Synésios, il s'agit d'une de nos principales sources sur cette histoire, puisqu'on a conservé une partie de sa correspondance, adressée à Hypatie ou à d'autres disciples de son cercle. Il a bien été l'élève d'Hypatie dans les années 390, il était bien chrétien et a bien été évêque dans sa ville natale, Cyrène, dans l'actuelle Libye. En revanche, il est mort en 413, 2 ans avant la mort d'Hypatie, et n'a donc pas pu participer aux événements postérieurs à la destruction du Sérapéum.
Amenabar a donc dû le ressusciter pour le faire participer à cette triste histoire, et c'est assez ironique pour un évêque. En revanche, le rôle donné au personnage dans le conflit entre Oreste et Cyril est très éloigné de ce qui apparaît de sa personnalité dans les lettres qu'il a adressées à Hypatie. Son attachement à sa personne, à son enseignement et à la philosophie qu'elle professait rend très improbable le revirement auquel on assiste dans le film. Trahir Hypatie! La condamner! L'aurais-tu fait, toi? Moi, je n'offenserai jamais le Seigneur. Le néoplatonisme enseigné par Hypatie était tout à fait compatible avec le christianisme, l'exemple même de Synésios le montre, mais il n'était pas le seul, et Synésios aurait tout à fait pu, en tant qu'évêque, prendre la défense d'Hypatie contre Cyril, car même si l'évêque d'Alexandrie est un patriarche et a donc une supériorité en prestige, il aurait pu aussi obtenir le soutien d'autres évêques qui lui étaient hostiles. Le film prend aussi des libertés avec les événements, et ça c'est déjà plus dérangeant à mon avis, même si je peux en comprendre les raisons. Tout d'abord, le Sérapéum a bien été détruit par les chrétiens, à peu près dans les conditions décrites par le film. Après l'édit de Théodose prohibant les cultes païens en 391, des heurts entre païens et chrétiens aboutissent au siège du bâtiment jusqu'à ce que le préfet, dépassé, en appelle à l'empereur, qui lui ordonne de livrer le bâtiment aux chrétiens tout en amnistiant les païens assiégés. En revanche, aucune source ne permet d'attester de la participation de Théon ni de celle d'Hypatie à ces événements. Il y a bien eu des savants qui ont pris part au combat, mais Hypatie n'en faisait pas partie. Elle n'était pas une païenne militante et n'a d'ailleurs jamais eu d'ennui avec les chrétiens avant l'année de sa mort. Si elle adhérait à une philosophie non chrétienne, bien que compatible avec le christianisme, on l'a dit, elle ne semble pas avoir été attachée aux formes du culte. Autre problème, la destruction de la bibliothèque du Sérapéum évoque celle de la bibliothèque d'Alexandrie, où le film situe d'ailleurs les cours d'Hypatie, ce qui est là aussi une erreur, puisqu'elle donnait cours à domicile, en tout cas pour ce qu'on en sait. Or, il se trouvait bien une annexe de la grande bibliothèque d'Alexandrie dans le Sérapéum, mais il ne faut pas confondre les deux bâtiments. De plus, on ne sait pas quand la bibliothèque d'Alexandrie a cessé de fonctionner. On a pointé du doigt plusieurs suspects, Jules César au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Aurélien au 3e siècle après Jésus-Christ, les musulmans au 7e siècle après Jésus-Christ, et bien entendu les chrétiens de la fin du 4e. Le problème, c'est qu'on n'a aucune source qui nous permet de savoir de manière décisive quand la grande bibliothèque a cessé de fonctionner. Aujourd'hui, on pencherait plutôt pour un abandon progressif, faute d'entretien, de copies des manuscrits, d'intérêt pour son contenu, c'est notamment la thèse de l'historien Roger Bagnol par exemple. Je vous mets un lien vers un reportage qui évoque cette question et qui vous permettra d'aller plus loin sur ce débat, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. En revanche, pour l'heure, il faut retenir que nous n'avons aucune certitude. Cette bibliothèque, c'est un peu la métaphore de la civilisation antique qui disparaît. Or, à mon sens, la scène du Sérapéum, pour réussie qu'elle est, fait que le film manque une occasion d'offrir un regard vraiment original et en cohérence avec la recherche, en retombant dans une vision classique et moins nuancée de l'histoire. Le film ne nous fait pas percevoir les changements de fond, mais s'intéresse aux événements, aux ruptures brutales. La civilisation gréco-romaine disparaît sous les coups d'une nouvelle religion, alors que dans les faits, les choses sont, on l'a dit, plus nuancées. Bien sûr, il y avait chez les premiers chrétiens des tendances anti-intellectuelles, par exemple chez des penseurs comme Tertullien, qui a vécu au 2e-3e siècle de notre ère. Pour Tertullien, la foi était infiniment supérieure aux savoirs antiques. Il faut avoir en tête que, pour les chrétiens de ce temps, la fin des temps était imminente. Et à quoi pouvaient bien servir les savoirs accumulés par les sciences païennes alors que le jour de la résurrection approchait, et rendrait tout ça caduque. En revanche, il n'y a pas eu de politique systématique de destruction des temples de la part de l'Empire, ni de l'Église même d'ailleurs, même si localement certains évêques comme Théophile ou Cyril ont pu détourner le zèle de certains fanatiques contre des lieux symboliques comme le Sérapéum. Les cultes polythéistes traditionnels ne disparaissent pas au début du 5e siècle, on en retrouve des traces jusqu'au siècle suivant. C'est plutôt sous le règne de Justinien, 1 siècle et demi après la mort d'Hypatie, que les derniers cultes païens sont définitivement interdits et disparaissent peu à peu. C'est la raison pour laquelle la plupart des chercheurs ne parlent plus d'une chute de la civilisation antique ou de la culture antique, ce qui induit une rupture brutale, mais plutôt d'une lente mutation. Surtout, comme l'ont montré des historiens comme Henri-Irénée Marou, le paganisme et le christianisme ne sont pas des monolithes abstraits et figés dans le temps. Les païens de l'époque d'Hypatie ne sont pas les païens de l'époque d'Auguste ou de celle de Périclès, ou encore les païens de l'époque grecque archaïque. Dans le contexte historique décrit par le film, l'Antiquité tardive, les deux religions, malgré leurs différences, participaient d'une même ambiance spirituelle, d'un même contexte. Elles étaient donc relativement proches, et la philosophie néoplatonicienne professée par Hypatie, synthèse des principaux courants de la philosophie grecque mélangée à des influences orientales, pouvait servir de pont entre les deux mondes intellectuels. Or, le film, malgré ses nuances, en revient à une réalité un peu binaire. D'un côté, les chrétiens quasi unanimement rangés derrière leur évêque fanatique, de l'autre, quelques libres penseurs impuissants.
Or, les sources attestent du fait que ni Théophile ni Cyril n'ont fait l'unanimité chez les chrétiens. L'évêque Théophile a notamment été attaqué par l'évêque de Constantinople Jean Chrysostome, et la principale source contemporaine des événements, Socrate le Scolastique, un chrétien de Constantinople, dans le passage de son histoire ecclésiastique où il relate la mort d'Hypatie, témoigne de son indignation. Je cite. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyril, mais toute l'église d'Alexandrie, étant certain qu'il n'y a rien de si éloigné de l'esprit du christianisme que le meurtre et les combats. Fin de citation. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais évidemment, le problème, c'est que les dynamiques de long terme sont plus difficiles à mettre en scène que des événements marquants pouvant faire office de rupture. Les défauts que je pointe du doigt ne sont pas des défauts du film, mais des tentatives d'éclairage pour vous inviter à faire la part entre les contraintes propres à une œuvre d'art et les faits dont il s'inspire. Il y aurait sans doute bien plus à dire sur le film en lui-même, notamment sur sa dimension philosophique. Je me suis cantonné à une approche historique qui correspond un peu plus à mes compétences, à mes centres d'intérêt et à la vocation de ma chaîne. De par sa richesse tant esthétique que thématique, Agora méritait mieux. L'interprétation de l'Alexandrie du 5e siècle est dépaysante, son personnage principal est parfaitement incarné. Certes, l'intrigue manque de vrais rebondissements et les protagonistes semblent pris dans une mécanique qui les dépasse et sur laquelle ils n'ont aucune prise. À l'image de ces plans aériens qui s'éloignent peu à peu de la Terre pour ramener les protagonistes à des fourmis sous le regard des dieux, Amenabar semble prendre le sujet avec distance et ne semble proposer aucune voie de salut pour l'espèce humaine, en dehors de certains individus géniaux mais vulnérables. Mais ces plans peuvent aussi être lus comme une manière de souligner l'absurde des querelles religieuses au regard de notre insignifiance dans l'univers. L'ensemble est donc mélancolique et pessimiste. Et c'est d'ailleurs le but. Le film donne l'illusion de progresser alors qu'on en revient toujours au même point, nous reproduisons les mêmes erreurs que par le passé, comme l'a expliqué le réalisateur chilien en interview. En même temps, l'histoire portée à l'écran n'a pas connu d'happy ending. Elle n'a d'ailleurs pas connu de ending du tout puisque c'est encore notre histoire. Pour le pire c'est vrai, mais aussi pour le meilleur, puisque nos sociétés ont trouvé avec le temps des solutions pour que cohabitent sur l'agora, la place publique des cités grecques, la diversité des idées et des croyances. Enfin, à peu près. Le film a le mérite de nous rappeler, si l'actualité n'y suffisait pas, que cet état des choses n'est pas gravé dans le marbre. On peut donc voir ce film comme un appel à la vigilance et à la méditation sur un épisode tragique de l'histoire. Pourtant, comme le souligne le réalisateur lui-même, le titre du film n'est pas innocent. Agora traduit mon optimisme parce que je crois en l'homme. Il en résulte un film humaniste, nuancé et loin de tout manichéisme. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. Cela fait maintenant 1 an que le podcast existe et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie. Pour nous retrouver, toutes les infos sont en description. Prenez soin de vous et en attendant, n'oubliez pas, restez calme et écoutez les historiens.